Pour Usul, Jean Bricmont, vous êtes un gros raciste, clairement. Rien que pour avoir dit ce que vous venez de dire là. Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous d'être antisémite, traité d'être antisémite, raciste, etc. Je m'en fous. Qu'ils aillent se faire foutre. Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on se retrouve aujourd'hui car Usul et un autre youtubeur qui s'appelle Host Politique ont fait tous deux une vidéo sur la chaîne Blast qui s'intitule Georges Marchais contre le wokisme, où en gros Usul dit que Georges Marchais et le Parti communiste français en général dans les années 70 étaient en fait réactionnaires, et donc il en arrive à la conclusion qu'il faut cancel, annuler Georges Marchais. Alors qu'est-ce que ça provoque chez vous comme réaction? Oui, je ne sais pas s'il a dit qu'il fallait annuler, mais évidemment, déjà, ça montre leur vision de l'histoire de dire marcher contre le wokisme alors que le mot n'existait pas, que c'est un mot importé des États-Unis récemment, enfin bon, peu importe. Moi, j'ai été atterré. Mais je suis atterré depuis des décennies par ce qu'est devenu mai 68. Et c'est ça dont je voudrais parler. Je ne veux pas réfuter ce qu'a dit Usul et Host Politique, parce que ça a été très bien fait, à la fois par mon ami Régis de Castelnau et par un jeune historien du Parti communiste qui a écrit sur... C'est ça, l'emprise des youtubeurs. C'est ça, oui. Donc c'est un article paru sur le blog de Mediapart et qui est de Baptiste Giron, où en fait il explique que sur tous les points historiques abordés par Usul, c'est faux. Il se trompe sur tous les... C'est faux. Et Régis de Castelnau le fait encore mieux parce que lui, il a vécu tout ça. Il était avocat du Parti communiste dans toutes les affaires que mentionne Usul et donc il recontextualise tout. Mais la thèse, disons, c'est que le PCF était réac sur toutes les nouvelles luttes féministes, homosexuelles, réfugiés, immigrés, etc. Et en plus que ça explique son déclin. Et en plus, il attaque la campagne de Roussel, de Fabien Roussel, parce qu'il dit, il revient, il idéalise les ouvriers des années 70, etc., etc. Bon. J'ai été tellement ulcéré par cette vidéo, je la trouvais tellement injuste, et tellement... bon, si on avait dit ça dans les années 70, passe encore, mais dire ça maintenant, après tout ce qui s'est passé avec la chute de l'Union soviétique, avec des disparitions quasi totales du PC, etc., je trouve que c'est vraiment ahurissant. Et je voulais revenir sur ce qui est devenu mai 68, ou ce qui est devenu le mouvement de 68, dont Usul est un produit. Il n'était pas là à l'époque. Moi aussi, je suis un produit. Moi, j'ai changé parce que l'histoire a changé, mais je ne suis pas d'accord, j'ai tourné ma veste, ou que je suis devenu un réac, lui va dire ça, mais non, je m'en fous. Mais je voudrais expliquer ce qui s'est passé, et qui est devenu réac, et qui est devenu de droite. Alors, je ne veux pas m'occuper uniquement des gens, parce que, bon, évidemment, Régis de Castelnau en parle, des gens comme Cohn-Bendit, et tous ces gens-là qui ont retourné leur veste, parce que je m'intéresse plutôt à ce que sont devenus les différents mouvements d'extrême gauche, trotskistes, LGBT, féministes, écolos, etc., qui existent toujours aujourd'hui, et qui sont les héritiers de mai 68, et aussi les idéologues qui portent, si on veut, qui ont une importance dans la pensée de la gauche. Et Usul est un représentant de oui, tout ça. C'est un représentant extrême de ce que j'ai appelé la décadence de mai 68. Alors, en fait, d'abord, mai 68, c'est très français. Il faut se rendre compte que le mouvement était, à travers toutes les années 60-70, et il était mondial. Il y avait évidemment le même phénomène de radicalisme étudiant en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux États-Unis. Plus il y avait toutes les luttes en Amérique latine, à la fois Che Guevara et Allende, disons la partie légale et Guerriero. Il y avait eu la révolution culturelle en Chine, dont on imaginait, on ne savait pas très bien ce qui se passait, mais on imaginait que c'était une révolte anti-autoritaire comme les révoltes 68 de chez nous. Il y avait évidemment, ce qui était central à cette époque, c'était le Vietnam, mais aussi les luttes anticoloniales dans les colonies portugaises, par exemple, les luttes anticoloniales qui avaient triomphé ailleurs. Et alors, il y avait aussi les pays de l'Est, la Tchécoslovaquie en particulier, en 68. Et on mettait tout ça dans le même sac, alors que les Tchécoslovaques, quand j'ai découvert les dissidents des pays de l'Est, je me suis rendu compte qu'ils étaient totalement opposés à ce que nous on représentait, mais ils adoraient les États-Unis, et le capitalisme. Enfin, pas tous, mais c'est venu petit à petit, mais c'est quand même arrivé là. Et donc, on avait l'impression que le monde avait changé de base, et il y a un très beau film là-dessus qui s'appelle Le fond de l'air est rouge de Chris Marker, qui retrace magnifiquement toute cette époque. Et le monde a changé de base, mais dans le mauvais sens, de mon point de vue. Et ça a été la période qui a été la transition, ce qu'on peut appeler l'ancienne gauche,
qui était socialiste, pas nécessairement communiste, mais socialiste, qui était rationaliste en général, et qui défendait la souveraineté nationale, défendait l'indépendance des peuples, etc. Elle était marquée évidemment par le mouvement communiste, par l'URSS, mais pas que. En Belgique, par exemple, c'était pas très fort. Le Parti communiste n'était pas très fort, ou en Angleterre, mais la vieille gauche, travailliste, social-démocrate, etc., était sur les positions que je viens de mentionner. À la nouvelle gauche, qui est celle qui domine aujourd'hui, et c'est cette transition et ce renversement, et ce fait qu'on est passé pratiquement de A à non-A, ou du blanc au noir, c'est-à-dire qu'on a transformé complètement la vision du monde. Et cette transformation se fait parfois avec les mêmes étiquettes, PC, PS, etc. Alors évidemment, la première erreur, l'erreur fondamentale que fait Usul, c'est de dire que la source du déclin du PC, c'est ce rejet des nouvelles luttes. Un, parce que c'est faux, qui n'a pas vraiment rejeté ces nouvelles luttes, et deux, le déclin, il est dû à l'alliance avec le Parti socialiste, et le fait que le Parti socialiste a retourné sa veste à partir de 83, a fait l'opposé de la politique pour laquelle il était élu. Comme a dit quelqu'un, on a voté programme commun, et finalement on a eu le traité de Maastricht qui rend toute idée de programme commun impossible. Et ça, c'est le Parti socialiste, c'est le tour de magie du Parti socialiste. Le Parti communiste qui avait eu aux élections, avec Duclos, aux élections de 69, un peu plus de 20% des voix, alors que le Parti socialiste en faisait 5, pensait qu'il pouvait dominer le Parti socialiste. Mais c'est l'inverse qui s'est produit, avec l'aide évidemment du Monde, de l'IB, justement de tous les mouvements un peu issus de 68 qui étaient fanatiquement anticommunistes. C'est eux qui se sont fait complètement baiser par Mitterrand. Mitterrand a dit, il y a deux hommes qui se sont opposés au communisme en France, c'est De Gaulle en s'y opposant directement, et moi en m'alliant avec eux. Et c'est en liant avec eux qu'il leur a mis le coup de grâce. Donc ça c'est la première raison, et l'autre raison, c'est la chute de l'URSS. Pas simplement le Parti communiste était en fait très distancé de l'Union soviétique, mais évidemment il y avait l'histoire où il avait été très pro-soviétique à cause de la guerre, et alors il y avait aussi le fait que l'interprétation qui a été donnée à la chute de l'URSS, ça n'a pas été la victoire de la social-démocratie ou du trotskisme ou de l'anarchisme, etc. Les trotskistes, avant la chute de l'URSS, nous disaient « Oh, il n'y a aucun danger, le rétablissement du capitalisme dans ces pays, c'est impossible, etc. C'est des pays ouvriers dégénérés, blablabla. » Enfin, ça, c'était toutes les théories trotskistes. Bon, on a vu ce qui s'est passé. C'était le capitalisme le plus sauvage, plus une interprétation ici que tout avait échoué, le socialisme avait échoué. Avant, on me disait, oui, c'est pas du vrai socialisme. Alors, il peut y avoir du vrai socialisme, mais après, oui, c'est le vrai socialisme. Ils ont dit, le socialisme, avec un grand L et un grand S, a échoué, sous toutes ses formes, social-démocratie suédoise, anglaise, tout. Roosevelt, enfin, tout est passé à la trappe, et on est passé dans le règne du néolibéralisme qui est toujours avec nous aujourd'hui, y compris en Amérique latine, alors qu'en Amérique, enfin, ce qui a été imposé en Amérique latine, alors qu'en Amérique latine n'avait jamais été communiste, par exemple. Dans le monde musulman, ça a été l'éclosion de l'islamisme. D'accord, donc, ça a été une régression fantastique et pas simplement la fin du stalinisme que les 68 heures détestaient. Et donc ça, c'est la vraie source du déclin du PC, plus évidemment à l'intérieur, à partir du moment où il y a eu le déclin, ça a encore été accéléré par des gens comme Robert Hue, Marie-Georges Buffet. Bon. En fait, le PC, pour moi, c'était une citadelle. C'était une citadelle de défense ouvrière à travers la CGT, etc. Et aussi une contre-société. On pouvait s'échapper un peu de la société dominante parce qu'il y avait des journaux, il y avait des revues, il y avait des groupes de femmes, d'étudiants, etc. Il y avait une espèce de citadelle et finalement la citadelle a été prise. Elle a été prise entre autres avec toutes les attaques des nouveaux philosophes et de gens comme Usul, de trotskistes, de 68 heures, etc. Alors pour les nouvelles luttes, par exemple, l'historien que tu vas mettre en ligne... oui, on met en description son article. Baptiste Giron. Baptiste Giron, il donne les faits. Si tu veux, le PC a toujours soutenu les droits des femmes. Ils ont voté... Le seul groupe qui a voté à l'unanimité la loi Veil, la loi sur l'avortement, c'est le PC. Ils ont tout fait pour décriminaliser l'homosexualité, etc. Parce que pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'Usul, en fait, il cite une phrase, il prend une phrase de Georges Marchais où il dit en gros à sa femme, prépare les valises, on remonte à Paris. Et il donne cet exemple pour dire, voyez, en fait, Georges Marchais était un misogyne. Oui, je comptais y venir à la fin, mais c'est vraiment l'absurdité totale, quoi. Franchement,
il a dit à sa femme, fais les valises. Franchement, big deal, quoi. Je veux dire, un mec de cette époque qui dit ça à sa femme, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant des gens qui, dans les bars, mettent de la drogue dans les boissons des femmes pour les violer, etc. Ça c'est dans l'amoralisme dominant actuel, ça se fait, mais c'est peut-être un peu plus grave que de dire fais les valises. Moi, je ne dirais pas ça et je ne le dirais pas en public, mais des hommes de gauche, y compris dans les milieux Anna, trotskistes, etc., qui laissent leurs femmes faire toutes les tâches ménagères, ça existe aussi. Hein. Je veux dire, il ne faut pas idéaliser, il n'y a pas que les communistes qui étaient comme ça, et c'est pas encore la fin du monde, mais bon. C'est typique de l'arrogance d'Usul, mais je comptais y venir après la suite. Donc, en fait, les droits, ils les ont défendus. Le PC les a défendus, et en fait, ils n'ont pas perdu la jeunesse, parce qu'en termes électoraux, le pourcentage de jeunes qui votaient pour le PC était plus élevé que le pourcentage de la population dans les élections qui ont suivi 68. 30%. Oui, comme ça, mais c'était plus que le pourcentage général. Et donc, ce qui est vrai, et ça, Usul a raison, mais pas pour des raisons qui lui plairaient, c'est que le PC a perdu une partie de la jeunesse qu'il n'a pas suivie, parce que mai 68, ça a été aussi l'explosion du subjectivisme et de l'individualisme. Je fais ce que je veux, foutez-moi la paix, je vis comme je veux, etc., etc. Dont Usul est un produit. Oui, sauf qu'il ne dirait pas ça. Lui ne dirait pas ça, mais je veux dire, la culture de l'époque a été de dire ça. Par exemple, prenons l'avortement. Bon, moi j'ai manifesté pour l'avortement libre et gratuit quand je travaillais dans l'université catholique où c'était pas du tout bien vu. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais à l'époque, le slogan, c'était « Mon corps m'appartient ». C'est un très mauvais slogan, parce qu'à 8 mois et demi, le corps appartient toujours à la femme et on ne propose pas que l'avortement soit libre à 8 mois et demi. Donc, c'est pas le bon slogan. Je dis pas qu'il y en a de bons, mais c'est pas le bon slogan. Et c'était le slogan parce qu'il avait un côté subjectif. Tu vois, mon corps m'appartient. C'est toujours moi, moi, moi. Et ça, c'est un très mauvais argument, mais c'était le triomphe du subjectivisme et de l'individualisme de cette époque que l'on retrouve aujourd'hui chez certains descendants dont notre ami Chouard, par exemple, qui vont évidemment voir le pass sanitaire, le confinement, tout ça comme des mesures quasi fascistes ou staliniennes, etc. Et où on est on peut discuter évidemment, mais on ne discute pas, on réagit simplement épidémiquement à l'idée que l'État veut tout contrôler, ce qui n'est pas vrai. Mais l'autre chose, évidemment, c'est que le PC ne pouvait pas partager les illusions révolutionnaires de 68. Et justement, il y a cette phrase, il cite cette phrase de Jacques Duclos, qui était donc candidat du PC en 69 et qui était troisième, avait fait 20%. Donc les deux premiers, c'était Pompidou qui a gagné, et Poher, qui était un ancêtre de Macron, qui était un centriste. Et alors le PC a eu cette formule absolument géniale pour le deuxième tour en disant « c'est blanc bonnet, bonnet blanc ». Donc ils ont appelé à s'abstention, il n'a pas voulu se rabattre pour soutenir le centriste. Et donc évidemment Pompidou a gagné. Mais Duclos, dans un meeting, a été interpellé par un militant du phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire, et il a fait des propos, enfin il aurait tenu des propos grossièrement homophobes, oui, disant, bon, allez vous faire soigner, vous les pédérastes, enfin bon. Les hommes sont faits pour aimer les femmes. Oui, mais ça c'est pas ce qu'il y a de pire, mais disons, c'est vrai, dire, allez vous faire soigner, c'était bon. Mais, bon, c'est un type qui est né à la fin du 19e siècle. Je pense que dans les hétéros de cette époque, il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme ça, il n'était pas spécialement communiste. C'était pas spécialement communiste. Et alors, c'est quand même intéressant de se demander qui était Duclos. On a oublié qui était Duclos. Duclos dirigeait la résistance communiste en France pendant toute la guerre. Il était caché pas très loin de Paris, dans la vallée de la Chevreuse. Il avait une villa et il ne communiquait qu'avec une personne. Mais s'il avait été pris, il était coupé en petits morceaux. Hein. C'était Jean Moulin. Hein. Je veux dire, il l'aurait torturé, ils auraient tout fait. Et donc, bon, c'est quand même un certain courage. Et puis, dans les années en 52, je crois, ou 51, il y a un général américain, Ridgway, qui est venu à Paris. C'était la guerre de Corée. Le PC organisait une manifestation contre la guerre de Corée. Et Duclos a été arrêté à l'époque. Et alors ça, c'était très drôle. Ils ont trouvé dans sa voiture des pigeons morts qu'il avait abattus dans une partie de chasse. Bon, il n'était pas vegan aussi, il faut reconnaître. Il n'était pas vegan. Bon, c'est encore un dossier à charge, rajouté dans le dossier à charge. Mais bon, et la police, ça c'est des théories du complot que les anticomplotistes ne dénoncent jamais, comme le Russiagate maintenant. Ils ont dit, voilà,
c'est des pigeons qui étaient là pour aller communiquer avec Moscou et donc preuve de la trahison. Bon, parce qu'à l'époque, c'était les communistes qui mettaient en danger la République. Maintenant, c'est Dieudonné, les islamistes, mais à l'époque, c'était les communistes, et les communistes étaient sévèrement réprimés. Et donc, ils l'ont mis en prison, pas très longtemps, mais ils ont inventé ce complot. Et alors, ils ont trouvé un document, dont je ne sais pas s'il est authentique, il était probablement authentique, qui disait que le PC était déterminé à ce que l'armée française perde la guerre d'Indochine. D'accord ? Bon, ils ne le disaient pas publiquement parce qu'ils avaient comme c'est un parti de masse, mais je trouve que c'était quand même courageux. Et c'était certainement plus courageux que les positions de la gauche actuelle. J'imagine pas la gauche actuelle l'extrême gauche actuelle organiser une manifestation contre la visite d'un général américain à Paris s'il y en a un qui vient, ou quand comme Kamala Harris vient, ou je sais pas qui. Et donc c'est même plutôt le contraire pour la Libye par exemple. Oui, on va y venir, Mais donc, mettons que Duclos c'était odieux, etc. Bon, mais ces adversaires de l'époque que j'ai connus des militants du Phare, ou en tout cas les publications du Phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est très bien, mais où est la révolution? On a le mariage pour tous, toutes les lois homophobes ont été abolies, etc., etc. Et où est l'action révolutionnaire? Je la vois pas, hein. Et donc, c'était une des illusions 68 art typiques, et j'ai même connu des gens, des militants homosexuels dont un est mort cet été, qui étaient contre le mariage pour tous, parce qu'ils voulaient garder un caractère marginal de l'homosexualité. Ils considéraient que le mariage pour tous était une façon de récupérer l'homosexualité, dont ils continuaient à penser qu'elle avait un contenu révolutionnaire, contre la famille patriarcale, classique, et tout ça, ce qui n'est pas vrai, mais bon. Et donc, tu vois, toute cette idéologie 68 art a remplacé le sujet révolutionnaire qui est ancien, de l'ancienne gauche qui était le prolétariat, par de nouveaux sujets qui étaient les homosexuels, les marginaux, éventuellement les délinquants, même le lumpenprolétariat, comme on aurait dit dans l'ancienne gauche, le dissident, le réfugié, l'immigré, etc. Tout ça. Et tout ça sont devenus des sujets révolutionnaires, mais quand on regarde ce qui s'est passé depuis, on voit très bien qu'ils n'ont pas plus fait la révolution que le méchant prolétariat qui s'était embourgeoisé, soi-disant. Et encore aujourd'hui, c'est... Et donc, là, je trouve que on peut dire qu'ils avaient tous les deux tort. Bon, Duclos, oui, il était l'homme de son époque, enfin l'homme hétérosexuel de son époque, et le Phare, il propageait des illusions que le PC pouvait difficilement accepter, parce que le PC voyait bien que c'était pas révolutionnaire. Et dans ce sens-là, le PC était sur une position qui était déjà celle de Marx et Engels dans le manifeste. Parce que dans le manifeste, Marx et Engels disent la bourgeoisie est révolutionnaire, elle détruit tous les liens, elle a brisé, elle a brisé tous les liens qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs, elle a noyé les frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités considérées jusqu'alors avec un saint respect comme vénérables. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, l'homme de science, elle en a fait des salariés à ses gages. Donc déjà dans le manifeste, Marx et Engels voient que toutes les valeurs, ce qu'on appelait à notre époque les valeurs bourgeoises, la respectabilité, tous ces trucs-là, la bourgeoisie n'en voulait pas. La bourgeoisie comme bourgeoisie. Ce qui se passait pendant la guerre froide, évidemment, c'était que il y avait, particulièrement dans des pays comme la Belgique, l'Italie, peut-être pas tant la France, mais même aussi la France, l'Église catholique était un soutien indéfectible des partis de droite et du capitalisme par anticommunisme, mais ils étaient anticommunistes parce que les communistes étaient athées. Comme on l'a vu maintenant, la doctrine sociale de l'Église, aujourd'hui, l'Église, elle est presque de gauche comparée à presque tout le monde. C'est triste de le dire, mais je veux dire, la doctrine sociale de l'Église a toujours été un compromis de classe. Ça n'a pas été pour le libéralisme absolu, tu comprends? C'était pas ça la doctrine de l'Église, ni à l'époque, ni maintenant. À l'époque, ça paraissait, un soutien à la bourgeoisie, mais en fait, c'était lié au fait qu'eux voulaient défendre les valeurs traditionnelles. Mais les valeurs traditionnelles, ils ont explosé en 68, mais Marx et Engels, ils disaient, c'était déjà le cas déjà quand ils écrivent le manifeste en 45. Bien sûr, c'était pas réalisé, mais eux voyaient la tendance. Et bien sûr, cette critique de 68, c'est pas moi qui l'ai inventée, Michéa le dit, Alain Benoît le dit, Kluskar le dit, plein de gens le disent. Mon point de vue, c'est que c'est pas une raison pour rejeter, comme le feraient des réactionnaires, comme le font, le feraient probablement les gens d'égalité et réconciliation, rejeter le droit des femmes, LGBT, etc., mais d'admettre que ce n'est pas en soi anticapitaliste. Tout ne se met pas sur un axe capitaliste-anticapitaliste. Il y a des progrès
dans les droits des gens qui ne sont pas nécessairement anticapitalistes. Et ça, c'était l'illusion de 68, c'était l'illusion de toutes ces nouvelles luttes qui étaient, et que Jules semble avoir, qui étaient anticapitalistes. Et donc sur ces deux points, les illusions du nouveau sujet révolutionnaire et le triomphe du subjectivisme et de l'individualisme, effectivement, le PC ne pouvait pas suivre mai 68, même s'il défendait ce qu'on peut appeler les droits au sens strict du terme. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont perdu évidemment une partie de la jeunesse. Et le penseur, évidemment, de cette époque, et qui a mis en avant justement cette exaltation des minorités, etc., c'est Michel Foucault. Avant, on pourrait dire qu'il y avait, comment dirais-je, Orwell et Hannah Arendt, mais Foucault, c'est le penseur de cette époque. C'est encore le penseur le plus cité en sciences humaines et tout ce que tu veux. Et lui, il incarne vraiment ce subjectivisme parce que quand il a rencontré Chomsky, ça je le sais parce que j'ai lu ce que Chomsky a écrit à l'époque, en 71 dans un débat à la TV aux Pays-Bas, qui est d'ailleurs disponible, et il est écrit, il est même publié par Lern, l'intégralité du débat, qui n'est pas très intéressant sauf à certains moments cruciaux, mais Chomsky dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoral ». Et évidemment, on le voit comme quelqu'un qui a défendu, mettons, les droits des homosexuels, parce qu'il l'était lui-même, mais pas du tout. Chomsky dit non, il n'a jamais donné d'argument en fonction duquel les homosexuels devraient être libres de vivre leur vie plutôt que d'être mis dans des camps. Parce que dire ça, c'est faire un jugement moral. S'il n'y a pas de jugement moral qui tienne, ce jugement moral ne tient pas. Bien sûr, Foucault pensait que les homosexuels devaient vivre leur vie, mais tu vois, tout le problème du subjectivisme, c'est qu'alors les gens qui disent ça, non, mais c'est mes valeurs, c'est mes valeurs, c'est mes valeurs. Et votre argument, pourquoi j'ai pris ça? Ah, c'est mes valeurs. Ils ont perdu toute capacité à argumenter, ou capacité de réfléchir. C'est comme pour l'avortement, tu vois. Ah, c'est mon corps. Bon, non. Tu vois. Et alors, c'est ça une des choses irritantes dans ce mouvement, c'est la destruction de la raison. Mais alors, évidemment, ce degré de cynisme et d'individualisme est inacceptable, pas pour les méchants staliniens du PC, mais tout mouvement progressiste. Tu vois, en Amérique latine, personne ne peut accepter ça, ils ne sont pas staliniens. Alors venons-en à la politique, disons, sur ces bases-là, évidemment, la politique a toujours été de privilégier l'individu contre la société. Pas de transformer la société, ce qui était le projet de la gauche classique, en société socialiste, quel que soit le sens qu'on donne au terme, ou social-démocrate, mais simplement toujours défendre l'individu contre la société étant l'État, étant répressif, etc. Alors on pourrait dire, voilà, c'est le retour, c'est la victoire contre le stalinisme de l'anarchisme classique. Et pas du tout. Parce que l'anarchisme du 19e siècle, que j'ai quand même assez bien lu, était social. Et le débat entre les marxistes le problème des marxistes et des anarchistes du 19e siècle, c'est qu'ils voyaient tous, les deux, la révolution prolétarienne comme étant inéluctable, un peu comme maintenant on pense la catastrophe climatique comme inéluctable, mais à l'époque c'était la révolution prolétarienne qui, sur le modèle de la révolution bourgeoise, donc la révolution française, autres révolutions américaines, anglaises, etc., avait mis la bourgeoisie au pouvoir, et le prolétariat allait lui-même renverser la bourgeoisie et prendre le pouvoir. Ça, c'était l'idée qui était commune à tous les socialistes de l'époque. Et évidemment, c'était une erreur, parce que la bourgeoisie avait déjà le pouvoir sous l'Ancien Régime, le pouvoir économique, et n'a pris que le pouvoir politique. Le prolétariat n'avait pas le pouvoir économique, et en fait, il n'a pas pris le pouvoir politique. Bon, l'histoire du XXe siècle, c'est une autre histoire, c'est compliqué, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui était prévu. Et le débat entre les marxistes et les anarchistes consistait à savoir qu'est-ce qu'on fait de l'État après la révolution prolétarienne. On le garde ou on l'abolit? On l'abolit progressivement ou on le garde? Ça, c'était le débat. Mais c'était jamais l'idée de s'attaquer à l'État sans rien changer au reste. Or, les anars post-68 heures, c'est toujours l'État. Et c'est l'individu contre l'État. Si on veut, c'est le retour à l'anarchisme de Stirner, pour ceux qui le connaissent, qui est, dont Marx Engels parle dans l'idéologie allemande, c'est-à-dire l'anarchisme individualiste. Bon. Alors, revenons maintenant. Alors, les deux, pour revenir à la critique de ce qui est devenu mai 68, il y a trois aspects politiques. Alors, au-delà de ce sentiment de révolte contre la société et l'État, trois mouvements politiques qu'ils ont aussi pas... Enfin, certains les ont encouragés, les autres sont restés plus ou moins sur le bord du chemin. Le premier, et qui est de nouveau, évidemment, est toujours contre l'État, et en particulier contre l'État-nation. Et en principe, contre la souveraineté nationale, et contre la souveraineté française.
Et le premier manifestation de cette hostilité, c'est la construction européenne, qui a vraiment été lancée par les socialistes, qui a été soutenue évidemment par beaucoup d'anticommunistes qui, malgré toutes les horreurs qu'ont fait les socialistes dans les guerres coloniales, etc., ont décidé que c'était le pauvre PC qui était raciste et les socialistes qui étaient des braves gens. Et les socialistes, évidemment, leur objectif réel de Mitterrand, etc., c'était la construction européenne qui l'a poussée, qui l'a développée, etc., et qui est le piège néolibéral dans lequel on est. Et les gens à la Usul, etc., ou les trotskistes, ils n'ont jamais pris la mesure, mais les communistes aussi, d'ailleurs, ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait, de quelle sauce en allait être mangée. Et l'Union européenne, maintenant, on voit qu'elle est dans une impasse. Parce que le projet européen, c'était vraiment un projet fédéraliste, c'est-à-dire de faire de l'Europe des États-Unis d'Europe. C'est-à-dire, l'Allemagne, c'est le Massachusetts, la France, c'est la Californie ou le Texas. C'est-à-dire des États qui sont tous sur la même longueur d'onde, qui ont une même langue, qui ont une même culture jusqu'à un certain point, avec des nuances évidemment, mais pas des différences comme il existe entre la France, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Les différences existent entre ces pays qui sont infiniment plus grandes qu'entre les États américains. On n'imagine pas une autorité européenne décider de faire la guerre et d'envoyer toutes ces armées faire la guerre en même temps. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Aux États-Unis, ça se fait tout le temps. Donc, je veux dire, on ne s'en a même pas rapproché. Alors maintenant, évidemment, il y a de plus en plus d'hostilité à la construction européenne à l'intérieur de l'Europe, en Pologne, en Hongrie, mais aussi en France, en Italie, etc. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ne peuvent plus avancer vers leur construction magique, mais ils ne veulent pas reculer. Donc on est dans un truc entre deux. C'est un truc qui n'a jamais été analysé par la gauche 68arde. En fait, quand il y a eu le traité de Maastricht, LO, bon, ça c'était un peu une organisation un peu bizarre, mais qui à cette époque avait un certain poids. Ils ont décidé de voter pour le traité de Maastricht parce que Le Pen votait contre. Bon, c'était vraiment l'imbécilité complète, mais la différence de voix aurait fait parce qu'il y avait 5% ou quelque chose comme ça, ils auraient changé les choses. Et donc là, c'est un premier point obscur et qui évidemment a été renforcé par toute l'idéologie 68arde de l'hostilité à l'État-nation. L'État-nation, c'est la guerre, Mitterrand dit ça. Bon. Donc c'est le nationalisme. Si tu dis non, mais minute, les Français ne sont pas finlandais, ils ne sont pas portugais, ils voudraient être indépendants. Comment nationalisme, racisme? Fasciste. Fasciste, oui. Outre qu'évidemment, les fascistes, quand ils étaient réellement au pouvoir, ils ont voulu construire l'Europe, mais bon, sous Hitler. Mais alors, première catastrophe, c'était ça. Deuxième catastrophe, c'est la politique d'ingérence et d'exclusion de la charte de l'ONU. Ce que tous ces gauchistes qui ont accepté le droit d'ingérence humanitaire à la Kouchner, c'est la BHL, etc., oubliaient, c'était la raison pour laquelle la charte de l'ONU a été établie après la guerre. La charte de l'ONU a été établie pour empêcher des pays puissants d'utiliser la politique des minorités pour s'ingérer dans les affaires intérieures de pays faibles, comme la Tchécoslovaquie. Il y avait une minorité germanophone et germanophile qui était dans les Sudètes. Hitler est venu, il a arraché les Sudètes à la Tchécoslovaquie, ça a été l'accord de Munich, c'est ça l'accord de Munich, et c'était au nom du droit à l'autodétermination de la minorité sudète. Et puis il y a eu la même chose avec la Pologne, avec Danzig, avec le corridor, enfin bon. Et donc la guerre a finalement éclaté, et après la guerre, on a dit maintenant c'est fini, on respecte tous la souveraineté, l'égale souveraineté des États. Ça, c'est le principe de base de la charte de l'ONU, non-ingérence d'un État dans les affaires intérieures des autres. Parce que les Américains violent du matin au soir, dans tous les cas, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Iran, Chine, Russie, partout, hein, les États occidentaux hostiles à ça. Alors qu'on dit les gauchistes par rapport à ça, qu'on dit les héritiers de mai 68 là-dessus. Qu'a dit Usul là-dessus? Bon, Usul, je n'en sais rien parce que je ne suis pas un passionné d'Usul, donc je n'ai pas regardé toutes ces vidéos, mais je veux dire, il y a eu évidemment d'abord la guerre en Yougoslavie. Là, j'ai très bien connu à l'époque l'entête du NPA, donc la Ligue communiste révolutionnaire. J'étais extrêmement choqué par leur absence totale d'opposition à la guerre du point de vue de l'OTAN. Ils reprochaient à l'OTAN de ne pas en faire assez pour les albano-kosovars, mais c'est clair que la guerre en tant que telle, ils n'étaient pas hostiles. Mais après ça, il y a eu l'Irak, il y a eu Libye, Syrie, Afghanistan. Alors, c'est pas la première fois que je ressors ce tract, mais je trouve quand même que c'est une pièce d'anthologie. Il est très parlant. Hein. Oui, donc Libye, s'appelle le massacre général, et massacre, Bensan, etc. Ça date de quand? Du 26 février, donc de février 2011, au moment de l'insurrection en Libye, des rebelles islamistes. Ils dénoncent évidemment le régime de Kadhafi sans aucune nuance. Et alors ils disent où est l'Europe, où est la France, où est l'Amérique, où sont les ONG?
Donc, alors ils disent, est-ce que le pétrole et l'uranium est plus important que la vie du peuple libyen? Donc ils reprochent à la France... C'est qui a fait ce tract? Attends, je vais devenir tout un collectif. Je ne sais pas qui l'a écrit, parce que c'est un génie, le type qui l'a écrit, ça serait une pièce d'anthologie. Mais il dit, voilà, il reproche à la France de ne pas intervenir en Libye pour préserver les intérêts pétroliers. Après la guerre, on dira, oui, ils sont intervenus pour le pétrole. Et il y a toujours le pétrole, quoi qu'il arrive. Donc ici, on leur reproche, à cause du pétrole, de ne pas intervenir. De laisser Kadhafi massacrer son peuple parce que Kadhafi sert les intérêts pétroliers de la France. Ils expliquent toujours tout avec des intérêts pétroliers. Mais bon, je pense qu'il faut une analyse plus détaillée. Alors, qui signe ce tract? Ben, ils sont tous là, hein. Alternative libertaire, attaque, donc un truc ça. Alors, bon, c'est à Toulouse, hein, donc bon, c'est toutes sortes de coups de soleil, Midi-Pyrénées, Europe Écologie Les Verts, évidemment, la gauche unitaire, la Ligue des droits de l'homme, évidemment, lutte ouvrière, évidemment, le mouvement de la paix, ça, je trouve ça extraordinaire, un mouvement de la paix qui appelle à la guerre, mais bon, le MRAP, le NPA, évidemment, alors un parti communiste tunisien, un parti de gauche, j'ai pas vu le PCF à proprement parler, Survie, évidemment, enfin, un parti d'opposition algérien, le RCD, enfin, ils sont tous, toute la petite gauche est là, quoi. Et Mélenchon aussi, d'ailleurs, s'est exprimé publiquement pour l'ouverture des couloirs aériens. Non, attends, à ce moment-là, Mélenchon a dit il faut briser le tyran pour éviter qu'il ne brise la révolution. Le Monde diplomatique a fait un éditorial que je n'oublierai jamais, où il a dit, voilà, même une horloge cassée indique l'heure correcte 2 fois par jour, pour dire que Sarkozy pouvait avoir parfois raison. Non, ils ont dit ça. Ça fait mal, ça. Quoi? Ça fait mal, ça. Ah oui, ça fait mal. Et moi, je l'ai toujours pas avalé, hein. Parce que ça, c'est en 2011. Mais c'est après l'Irak. Et après avoir vu le désastre le désastre dans le sens de chaos de l'Irak. Vous ne pouvez pas dire que c'était une grande victoire, la guerre en Irak. C'était une victoire jusqu'à un certain point. Alors, l'Afghanistan. Maintenant, les Américains sortirent. Mais pendant 20 ans de mensonges. Et je t'enverrai un tract qu'il faudra mettre aussi en image, le tract d'Amnesty International, qui en 2008 appelle à un sommet de l'OTAN à Chicago à continuer le travail pour sauver les femmes afghanes. Donc Amnesty, qui en principe s'occupe des droits de l'homme, mais précisément parce que c'est l'interprétation des droits de l'homme, l'interprétation des droits de l'homme, c'est qu'on a le droit d'aller partout pour défendre les droits de l'homme militairement, et qui appelle explicitement, et c'est pas juste des vœux pieux, c'est explicitement, ils disent voilà, il faut envoyer des troupes continuer la guerre en Afghanistan, une guerre qui était déjà perdue en pratique, parce qu'il y avait 7 ans qu'ils étaient là, ils avançaient pas beaucoup, ils sont restés, ils ont dépensé 2000 milliards de dollars, si on pense à ce qu'on pourrait faire avec 2000 milliards de dollars pour soulager les souffrances dans le monde, mais c'est inimaginable, on pourrait donner de l'eau potable à tout le monde, on pourrait soigner des millions, des centaines de millions de femmes, etc. Je veux dire, c'est un truc, ça dépasse l'entendement, quoi. Et ils n'ont pas protesté contre ça, je suis désolé. Et à Syrie, ils ont recommencé, les trotskistes étaient à fond, le peuple syrien est abandonné, etc. Alors que la CIA apportait armes et tout ce que tu veux aux rebelles syriens. Alors c'est très comique, moi je me suis trouvé plusieurs fois dans une situation, y compris avec des laïcs belges qui étaient à fond pour la révolution syrienne, mais je leur ai dit, mais on vous met 15 minutes avec les rebelles syriens, ils vous coupent la gorge, aussi vite que aussi sec, vous êtes des koufars, vous êtes tout ce que vous voulez. Je veux dire, quand même, c'était le slogan des rebelles syriens, c'était les chrétiens à Damas et les alaouites au tombeau, donc des athées, je pensais... En fait, dans le monde entier, rares étaient ceux qui ont pris la défense de Kadhafi. Je me souviens que Chavez était l'un des seuls à soutenir Kadhafi publiquement. Oui, mais c'est compliqué, parce que si tu veux, oui, peut-être, ça c'est vrai. Et il a été critiqué dans le monde diplomatique, justement, la gauche latino-américaine a été critiquée parce que ils ont ces drôles de réflexes anti-impérialistes. On se demande pourquoi, vu l'histoire de l'Amérique latine, comment ils peuvent être anti-impérialistes, comment peuvent-ils avoir ces réactions knee-jerk, comme on dit, tu vois, automatiques contre l'impérialisme. Comment? Ils n'aiment pas les États-Unis, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était explicitement une critique qui était faite. Alors il y avait des critiques surréalistes, il y avait des types... J'ai vu des types qui disaient « Oui, ce salaud de Kadhafi empêche les Africains de venir en France, les réfugiés. » Maintenant que l'État libyen s'est effondré, il y a plein de gens qui viennent, ils sont en Méditerranée, on voit le résultat, ils ne sont pas accueillis à bras ouverts, l'extrême droite monte, on voit le résultat de cette politique. C'est des gens qui n'ont aucune réflexion sur les conséquences de leur politique, ou qui n'ont pas de politique en réalité. Et d'ailleurs, Usul critique les positions de Georges Marchais sur l'immigration. C'est un des aspects de... On va y venir avec l'immigration, oui. Mais donc, il n'y a pas que ça. Donc, si tu veux, le problème, c'est que tu dis, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il ne faut pas oublier, et ça, je donne toutes les références dans l'impérialisme humanitaire, il ne faut pas oublier que tous les pays du Sud, le mouvement des non-alignés,
sont tous pour la défense de la charte de l'ONU, tous. Et ils sont tous pour la non-ingérence, y compris la Russie, la Chine, etc., qui respectent ce principe. Bon, si la Russie va en Syrie, c'est parce qu'elle est appelée par le gouvernement syrien. Elle ne fait pas contre cette volonté. Et donc, sur la question de la non-ingérence, tous les gouvernements de l'immense majorité de l'humanité sont une position totalement différente de l'extrême gauche française, qui est particulièrement fanatiquement pro-ingérence. Et si on prend les écolos allemands, par exemple, les écolos allemands, ils sont fanatiquement anti-russes, et les plus anti-russes des partis allemands. On se dit, mais comment c'est possible? L'histoire de... est-ce que l'histoire de la Russie, l'Allemagne ne pourrait pas devoir de mémoire, ils ne pourraient pas avoir un petit quelque chose qui vous... Non, 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 ils sont contre le pétrole russe, ils ne veulent pas de gaz russe, ils veulent le gaz russe plutôt. En fin de compte, s'ils ne veulent pas le nucléaire, ils ne veulent pas le gaz russe, ils ne veulent pas le charbon, qu'est-ce qu'ils veulent? Le gaz américain. C'est ça ce que les écolos allemands en sont venus. Les écolos qui étaient... Enfin, moi j'ai connu les écolos quand ils étaient pour une défense civile non violente en cas d'invasion de la Belgique par l'Union soviétique. Ils ne voulaient même pas de défense violente, de défense militaire. Et maintenant, ils sont là à faire de l'hystérie anti-russe, anti-chinoise en Belgique. C'est des champions de la défense des Ouïghours, de la propagande anti-chinoise, etc. La transformation est totale. Un basculement total. C'est la faute à Foucault. Non, ça c'est trop compliqué, mais c'est la... Quoi? C'est un raccourci un peu rapide. Oui, oui. Je résume en une phrase. Tu connais la chanson, la version moderne de la chanson de Gavroche? Si je suis tombé par terre, c'est la faute à Nanterre. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Pivot. Ça, c'était ce qu'on racontait. Mais non, mais la transformation d'une gauche pacifiste... Enfin, ils étaient même... Enfin, je veux dire, leur position était même délirante à l'époque. Moi, j'aurais pas été contre une défense violente en cas d'invasion. Je crois que cette invasion était totalement improbable, mais ça, c'est autre chose. Et alors, bon, il y a deux points que je vais peut-être encore aborder. Le premier, c'est, si tu veux, ce qu'ils ont gardé de pire dans l'ancienne gauche, de ce qu'il y avait ce qu'on appelle le stalinisme. C'est Domenico Losurdo, qui était un marxiste italien, un communiste italien, mais qui est resté sur des positions communistes. Il m'a dit, la seule chose qu'ils ont gardé de l'ancien système, c'est ce qu'il y avait de pire, c'est la censure, le contrôle de la parole, etc. Et ça, ils le font à fond. C'est-à-dire, ils vont toujours essayer de trouver une phrase, une demi-phrase, etc., qui peut être diabolisée comme sexiste, raciste, homophobe, etc., et faire tout un foin là-dessus, sur les paroles. Exemple, ce que tu dis de Marchais, quoi. Marchais a dit, fais tes valises, bon, so what. Ou la phrase de Duclos. Et Duclos ne contrôlait pas la situation des homosexuels en France, c'est pas lui qui faisait les lois, etc. Des exemples comme ça, j'en ai plein dans la République des censeurs, mais je pourrais en rajouter des dizaines et des dizaines, où on va interdire des conférences, où on va agresser des gens physiquement parce qu'ils ont fait une phrase jugée sexiste, homophobe, patati patata. Et donc c'est le contrôle, et alors l'attaque, le refus de discuter. Ils n'arrêtent pas de dire on ne discute pas avec l'extrême droite, c'est un combat. Bon, maintenant, si on fait les sondages, les derniers sondages que j'ai vus, si j'additionne les voix de Marine Le Pen, de Zemmour et de Dupont-Aignan, on atteint 35%. Si on rajoute toutes les voix de la gauche, y compris les écolos, que moi je considère comme d'extrême droite, mais bon, c'est l'extrême droite 68 ans, pro-guerre, pro-ingérence, pro-Europe, etc., etc., on arrive à 25%. Alors, à un moment donné, tu te dis, vous êtes sûr qu'il ne faut pas discuter? Vous ne voulez pas discuter même avec votre propre peuple? Vous croyez vraiment que vous allez gagner éternellement en verrouillant les facs et en interdisant à des gens de venir dans des conférences ou en interdisant de parler de physique, etc. Je veux dire, vous croyez vraiment que ça va continuer à rester durer, votre truc? Je veux dire, ça n'a aucun sens, tu vois. Alors, ils s'attaquent évidemment à des symboles. Alors, une des dernières que j'ai trouvées particulièrement savoureuse, c'est qu'à New York, bon ça c'est évidemment à New York, mais c'est la même mentalité qu'il y a ici, c'est un exemple de wokisme. On a retiré d'un lieu public, pas dans la rue, mais une statue de Jefferson. Jefferson, c'est un des fondateurs des États-Unis, c'est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance, c'est lui qui a la formule « tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Et bon, c'est pas la seule personne qui l'a dit, mais c'était le premier homme politique à l'avoir dit, que les hommes naissent libres et égaux en droit, d'accord ? Donc c'est une figure majeure de l'histoire des idées, de l'histoire politique. Et à l'époque, évidemment, maintenant c'est peut-être admis par tout le monde, mais ce n'était pas à l'époque. Et c'était avant la Révolution française. Et ils ont retiré sa statue parce qu'il possédait des esclaves. En fait, il était contre l'esclavage, il trouvait que l'esclavage était quelque chose d'odieux, mais il voulait une abolition progressive. Et donc, il disait dire que ça risquait de mener à une guerre civile, ce qui a été le cas par la suite. Et donc, il était contre, mais il était, on va dire, réformiste là-dessus. Lui-même n'a pas émancipé tous ses esclaves. Bon.
So what, ok. Moi, le statut, je m'en fiche. Mais ce dont je ne me fiche pas, c'est que les mêmes qui font ce qu'il faut bien appeler du signalement de vertu, vertu signaling en retirant cette statue, font une apologie sur les démocrates qui contrôlent la ville de New York. Ils font une apologie sans nuance de Colin Powell, qui est récemment décédé, l'ancien secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères de George Bush lors de la guerre en Irak. Alors lui, il a toutes les qualités. Il est d'origine étrangère, il vient de Jamaïque, il est afro-descendant, parfait. Ils vont lui ériger une statue. Ils risquent de lui ériger une statue, c'est ça. En tout cas, mentalement, ils lui ont érigé une statue. Mais c'est un monstre absolu. Pas seulement sur l'Irak, mais sur le Vietnam. Je peux te donner tout un dossier sur lui, sur le Vietnam, sur l'Amérique centrale. C'est le type qui, effectivement, avait les origines qu'il a, est monté dans la hiérarchie en servant ce qu'il y avait de pire dans le régime américain. L'opportuniste. Bon, pourquoi est-ce que c'est extraordinaire à cause de ses origines? Moi, je ne sais pas pourquoi je dois admirer ça. Et en plus, de lui, il ne restera rien, sauf peut-être l'histoire de la fiole. Jefferson, on s'en souvient 2 siècles après, à cause de principes qu'il a énoncés et qui étaient énoncés par personne à l'époque. Maintenant, on dit, mais il y avait des esclaves, on veut entendre parler. Mais Colin Powell, on ne se rappellera de rien de positif. Il n'y a aucune contribution, aucune doctrine, etc. Bon. Et donc, ça, c'est ce contrôle du discours. Et je trouve que chez Usul, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je trouve c'est son arrogance. J'avais déjà vu ça dans d'autres vidéos, mais particulièrement quand il parle de marché, quand il parle de dirigeants ouvriers, quand il parle de Duclos, comme je dis, qui a dirigé la résistance pendant la guerre, etc. Il montre un mépris total pour une phrase homophobe, tu vois. Marché, il a dit les valises, etc. Moi, Usul... des décennies plus tard, quand les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé. C'est pas lui qui a fait changer les mentalités. Probablement que le PC a probablement plus contribué à faire changer les mentalités que Usul et compagnie. Mais il est effectivement, c'est vraiment l'arrogance de la petite bourgeoisie intellectuelle contemporaine qui se retourne. Ah, celui-là c'était un bon, celui-là c'était un mauvais, etc. Qui donne des bons et des mauvais points sur le passé. Et ça, je trouve ça insupportable. Je lui conseille un texte d'un sociologue qu'il aime bien, que moi je n'aime pas trop, mais Pierre Bourdieu, qui s'appelle « Le racisme de l'intelligence ». C'est un très bon texte que les intellectuels devraient méditer, parce que là, Bourdieu tape sur exactement le racisme de classe, si on veut, ou le classisme, si tu veux, des intellectuels par rapport au peuple. Et c'est exactement ce qu'il exprime dans son mépris de marché et Duclos. Alors, pour finir, je vais revenir sur le thème évidemment qu'il a soulevé, c'est la question de l'immigration, la position de Marchais par rapport à l'immigration du PC à l'époque. Qui est un point majeur en fait. Oui, mais comme le montre la photo du texte que je t'ai donné, montre la photo là, tu vois, tu as un tract du PC ici, hein, c'est un tract du PCF. Femmes immigrées pour l'égalité des droits. Il défendait toujours l'égalité des droits des immigrés. Le PC, ça c'est la position officielle du Parti communiste de l'époque. À quelle époque? Aux années 78. D'accord. Donc c'était pas du tout, Marchais était secrétaire général à l'époque, et donc c'était pas du tout hostile à l'immigration. Ils ont essayé d'intégrer les immigrés. Dans un certain sens, ça a échoué, mais ils étaient contre la ghettoisation pour justement favoriser l'intégration. Oui, qu'est-ce qu'il y avait de criminel là? On connaît tous ces discours de Georges Marchais qu'on voit souvent. Il y a le discours où il dit, il faut stopper l'immigration légale et clandestine dans un pays où il y a 2 millions de chômeurs. Mais il était pour l'égalité des gens qui étaient sur place. Tu vois, il y a une différence entre défendre les droits des gens d'origine étrangère sur place qui sont citoyens et puis vouloir plus d'immigrés et potentiellement de façon infinie. Alors, je ne vais pas résoudre le problème de l'immigration parce que c'est une question très compliquée, mais je vais prendre les slogans que j'ai entendus toute ma vie pour défendre l'immigration dans ces milieux issus de 68. Premier slogan, c'est une chance pour la France. Tu l'as entendu aussi, une chance pour la France. Bon, alors on te cite des artistes, des scientifiques, des sportifs d'origine immigrée, on dit voilà, c'est une chance pour la France. Ok. Ça me fait penser à une anecdote qui, je pense, est vraie, mais je ne suis pas 100% sûr. C'est quand la Chine a commencé à s'ouvrir, Deng Xiaoping, qui était donc le dirigeant chinois de l'ouverture, est allé aux États-Unis. Il a rencontré le président de l'époque, qui était Jimmy Carter. Moi, je l'ai vu à l'époque, j'étais aux États-Unis à l'époque, et Carter lui a dit il faut ouvrir les frontières, il faut laisser venir les Chinois aux États-Unis, etc. Et Deng Xiaoping, il a dit c'est très bien, hein, moi je suis d'accord. Vous voulez combien de Chinois? 10 millions? Fin de la discussion. Fin de la discussion.
Parce qu'évidemment, 10 millions de Chinois sur 1 milliard, c'est une goutte d'eau pour eux. Mais évidemment, pour les États-Unis, voir débarquer 10 millions de paysans chinois, ce n'était pas exactement ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils veulent, c'est des cerveaux, des gens formés aux frais des pays socialistes ou des pays du tiers-monde qui vont venir travailler aux États-Unis. Et donc, dans la mesure où l'histoire de la chance pour la France est vraie, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour certains intellectuels, c'est du piège de cerveau. Et c'est probablement l'argument le plus fort que j'ai contre l'immigration, c'est le piège de cerveau, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. C'est les pays riches qui attirent les gens des pays pauvres, et les États-Unis, toute leur supériorité économique, enfin en tout cas scientifique, technique, etc., est basée là-dessus. Moi j'ai vécu là, je ne voyais pas beaucoup d'Américains de souche dans les étudiants, hein. Enfin en sciences, enfin à un certain niveau, mais je veux dire, ils allaient dans le business à l'époque, ils allaient dans l'industrie financière, des trucs comme ça qui étaient beaucoup plus rentables que les scientifiques, mais les scientifiques, ils venaient de Russie, d'Europe, après la guerre c'était les Européens, après c'était les Asiatiques, etc. Et tu as des masses de scientifiques indiens, chinois, etc. Et bon, ça c'est la première objection que j'ai au slogan c'est pour chance pour la France. Alors, il y a aussi le slogan que je vois répéter tout le temps, c'est qu'aucun être humain n'est illégal. Ben, moi, je me suis retrouvé aux États-Unis à une époque où je devais rester au-delà de l'expiration de mon visa. Ben, j'ai vite régularisé mes papiers, parce que si j'avais été arrêté sans mes papiers, je dis, vous savez, aucun être humain n'est illégal. Ils ont ri de moi. Et si on dit ça en Chine, en Russie, en Iran, au Brésil, partout dans le monde, ils vont rire de vous. Il n'y a qu'en France qu'on est supposé accepter ça. Aucun être humain n'est illégal. Ben, si, par définition. Si vous êtes dans un pays qui n'accepte pas que vous soyez là ou qui ne vous a pas donné de visa, etc., ben vous êtes illégal, c'est la définition même. Dire aucun être humain est illégal, c'est dire il faut abolir toutes les frontières, tous les États, tout le droit positif doit disparaître. Le droit positif est basé sur le droit national, et le droit national détermine qui a le droit ou pas d'être sur un territoire donné. Donc ça, c'est encore un slogan qui est répété. Alors l'autre, évidemment, l'autre slogan, c'est que, et on l'a vu dans ta vidéo sur Zemmour à Barbès, quelqu'un a dit « Ah oui, mais ils nous ont colonisés, donc on vient ici. Hein, salut, on débarque. Vous avez colonisé, on débarque. » Et là, c'est plus une chance pour la France, une punition pour la France, punition pour le colonialisme. Mais d'abord, évidemment, il est assez évident que ces gens-là, s'ils le peuvent, ils vont aller en Belgique, ils vont aller en Suisse, ils vont aller en Suède, etc., et pas nécessairement dans les pays qui les ont colonisés. Et s'ils viennent ici, c'est parce que c'est plus facile, ou ils ont l'impression que c'est plus facile. Bon. Mais le problème de la punition, elle va durer combien de temps? Tous ces pays ont voulu être indépendants, ils l'ont été, c'est très bien, moi je trouve. J'admire énormément les luttes anticoloniales, mais les luttes anticoloniales ne peuvent pas avoir été faites pour que les gens débarquent ici uniquement pour ça. C'est évidemment pour qu'ils développent leur propre pays. Alors bon, comment ils peuvent les développer, ça c'est un long débat, etc. Comme je dis, je ne veux pas résoudre le problème de l'immigration et de ce qui lui est lié, mais le slogan, hein, on vient parce que voilà, vous nous avez colonisé, c'est de nouveau un truc impossible, ça va durer combien d'années? Alors, le slogan vraiment le plus courant et sur lequel je vais terminer, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, qui est un slogan que j'ai entendu à Paris, crié par évidemment les trotskistes, les anards, etc., mais aussi par la CGT et le PCF, y compris, et je pense que Roussel a fait une proposition de loi allant dans ce sens, maintenant, dans le cadre de sa campagne. Alors évidemment, régularisation de tous les sans-papiers, à tous les gens qui ont un slogan, j'ai toujours dit, ok, d'abord c'est tous les sans-papiers, c'est pas tous les sans-papiers qui sont là depuis 5 ans, qui travaillent, etc. Bon, au cas par cas, ça pourrait se discuter. Le type que tu as à Barbès, qui est là depuis 7 ans, qui n'a pas de travail, qui n'a rien, bon, c'est un sans-papier, il faut le régulariser. Bon. Et j'ai eu souvent des discussions avec des gens qui disent, dès que les gens débarquent sur les côtes françaises ou italiennes, etc., on les régularise. Bon, sinon t'es un fasciste, bon. Et alors je dis, bon, et dans 6 mois, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus de sans-papiers? S'il n'y a plus de sans-papiers, c'est qu'on ferme les frontières. Ils vont continuer à venir, évidemment, surtout s'ils savent qu'on les régularisera. Si les gens risquent leur vie en traversant la Méditerranée, ils la risquent, c'est évident que s'ils ont l'impression qu'ils peuvent avoir des papiers en arrivant ici, ils vont venir encore plus. Alors si dans 6 mois, vous les régularisez, et puis encore dans 6 mois, et dans 6 mois, et dans 6 mois, ben alors c'est frontière ouverte. Frontière ouverte, si les gens sont prêts à mourir en traversant la Méditerranée maintenant, ils viendront par millions. Donc vous aurez une contre-révolution, vous aurez une réaction, et vous aurez l'effet inverse de ce que vous voulez. Vous aurez
en fait plus de nationalisme, exactement comme l'Europe. L'Europe crée plus de nationalisme qu'il n'y en aurait s'il n'y avait pas l'Union européenne. Et vous aurez plus de racisme, enfin ce que vous appelez racisme, d'hostilité à l'immigration en tout cas, que si vous acceptez une solution modérée. Mais la solution modérée, ça je ne sais pas laquelle doit être. Mais maintenant, évidemment, ça fait monter Zemmour. Maintenant, on voit le phénomène Zemmour. Zemmour a plus de voix, pense que les sondages ne sont pas complètement bidons, que n'importe quel candidat de gauche, que Mélenchon ou que... Bon... Et donc, on peut toujours pas en discuter, parce qu'on ne discute pas avec des fachos, etc. Bon, ils vont pas discuter avec moi, ils vont pas discuter avec toi. Pour Usul, Jean Bricmont, vous êtes un gros raciste, clairement. Rien que pour avoir dit ce que vous venez de dire là. Oui, mais je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous d'être antisémite, traité d'être antisémite, raciste, etc. Je m'en fous, qu'ils aillent se faire foutre. Ils ne sont plus rien, ces gens. Ils ne sont plus rien. Dans l'opinion publique française, ils ne sont rien. D'accord ? Et ce qui va se passer s'il y a un deuxième tour, tel que ça s'annonce, ça va être Marine ou ça va être Zemmour. Et la seule chose qu'ils vont devoir faire, c'est la 5e roue du carrosse ou la charrette de Macron et appeler de nouveau à faire barrage, à faire, etc. Et puis à prétendre qu'ils vont le combattre dès qu'il est au pouvoir, alors qu'une fois qu'il est au pouvoir, ils ne peuvent plus le combattre. Donc ils vont faire la même histoire qu'en 2017. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils ne peuvent rien faire d'autre. D'accord ? Alors, ce que je réponds à Usul, encore, et à tous les gens de cette mouvance, les poubelles de l'histoire, c'est maintenant. Jean Bricmont, merci beaucoup. Merci.